C'est notre rendez-vous du week-end, d'une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes et chroniqueurs qui nous accompagnent ce soir sur ce plateau. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Renaud Girard, grand reporter, auteur de La guerre ratée d'Israël contre le Hezbollah chez Perrin, c'était en 2006. On retrouve également chaque semaine, chaque mardi, votre chronique internationale dans le Figaro. Bonsoir. Alain de Chalvron aussi est avec nous, grand reporter. Vous avez été en poste à Washington et à Pékin, notamment pour France 2. Et enfin, Laure Simouès, bonsoir à vous, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Vous êtes aussi avec nous sur ce plateau. On en vient à ce qui nous occupe ce soir. D'abord, l'Amérique à l'heure du choix J-4 avant la présidentielle. Le scrutin s'annonce plus serré que jamais. Donald Trump et Kamala Harris sont toujours au coude à coude dans les sondages. Les débats sont de plus en plus enflammés. Quelles cartes peuvent-ils encore jouer? Décryptage autour de cette dernière semaine de campagne à suivre. Autre question au cœur de nos discussions ce soir. Est-ce le début d'un nouveau chapitre entre Paris et Rabat après la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental? Nous verrons avec nos invités ce qu'il en est. Enfin, nous ferons le point sur l'escalade dans le conflit ukrainien. La Corée du Nord promet son soutien militaire à la Russie. Des milliers de soldats nord-coréens sont actuellement déployés près du front à Koursk. Avec quelles conséquences dans la poursuite du conflit et avec quelles conditions? État des lieux dans un instant. Et avant de commencer notre semaine dans le monde, je vous propose un arrêt sur image, celle d'une région totalement défigurée. Vous allez le voir, voilà, à Valence, dans le sud-est de l'Espagne, dont cet amoncellement de voitures est le symbole. Tout a été dévasté sur des dizaines de kilomètres. Bilan des pires inondations dans le pays depuis un demi-siècle. Par-delà le choc, la question qui est désormais sur toutes les lèvres, eh bien, c'est comment une telle catastrophe a-t-elle pu provoquer autant de morts, 205 selon un dernier bilan. Ziad Limam, l'Espagne va être mise face à sa responsabilité dans les prochaines semaines. On sent un début de polémique, mais je pense que c'est presque normal dans ce type de catastrophe. C'est-à-dire sur le rôle de l'État, est-ce qu'ils auraient dû ceci, est-ce qu'ils devraient faire cela, est-ce que les secours arrivent vite? Mais comme toujours, face à des phénomènes de cette ampleur-là, parce que c'est 205 morts en Espagne sur une tempête, en fait, presque un tsunami, puisque les rivières qui venaient de l'intérieur se sont transformées en une vague. Et c'est quelque chose, moi j'ai regardé les images sur X, c'est quelque chose, l'eau est montée en 25 minutes. C'est-à-dire des gens étaient dans leur voiture, dans les embouteillages pour rentrer. La fameuse autoroute A3 entre Valence et Madrid était embouteillée comme tous les jours. Et donc, ça s'abat sur la vie quotidienne. Et ça s'abat avec une violence absolument invraisemblable. Donc, je pense que le débat sur le rôle de l'État, c'est un débat certes naturel, mais qui est peut-être pas... Bon, on peut parler de l'urbanisation. Enfin, tout ça, ça va sortir. Le changement climatique, est-ce que ça a un rôle? Est-ce que l'urbanisation de la région a un rôle? Est-ce que le fait qu'on a détourné les rivières et les fleuves pour laisser plus de place aux cultures, est-ce que ça a un rôle? Tout ça va rentrer dans la discussion, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut penser à ces gens, 205 morts, plus des dizaines de milliers de gens qui n'ont plus accès à leur appartement, à l'électricité, au téléphone, des gens qui ont disparu, l'alimentation qui est impossible pour un certain nombre des petites villes qui sont autour de Valence parce que c'est coupé. Donc là, je pense que pour le moment, oui, c'est vraiment avoir une pensée pour l'Espagne. Mais Renaud Girard, et pour la région. Renaud Girard, l'État devra forcément rendre des comptes, on l'imagine. L'État n'est pas responsable du climat, si vous voulez. Mais il aurait pu prévoir, en tout cas se préparer à une telle catastrophe. Oui, alors la dernière, c'était en 1973. Ce qui est intéressant, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que le changement climatique, le réchauffement climatique a un rôle ou c'est simplement la réédition de ces inondations gigantesques de 1973 et qu'en fait, c'est des événements qui sont très difficiles dans leur ampleur à prévoir parce que je crois qu'il y a une ville en Espagne où il a plu en une journée autant qu'il pleut en un an, si vous voulez. Ça, c'est quand même très difficile à prévoir. Et
l'État peut pas tout. L'État n'est pas le papa, si vous voulez, qui doit protéger les citoyens de tout, si vous voulez. Et il a quand même une responsabilité dans la protection des citoyens. Il a une responsabilité de protection des citoyens, mais par exemple, moi, si vous voulez, parfois on accuse les maires de rien faire s'il y a un noyé, par exemple. Ben, oui, ben, les familles devraient savoir que la mer, par exemple, ça peut être dangereux. Enfin, là, il y a 205 morts. Oui, là, effectivement, non, je ne pense pas que l'État espagnol, en l'occurrence, ou les régions, parce que ce genre de prévention, c'est vraiment les régions en Espagne qui sont en charge. Non, je ne pense pas qu'elles sont responsables. Alors après, évidemment, on va étudier, on va voir si ça peut se reproduire, mais il ne s'agit pas de cyclones qui reviennent tous les ans, comme aux États-Unis ou dans les Caraïbes. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un événement exceptionnel. Ben oui, nous ne vivons pas dans un monde totalement safe. Voilà, et le jour où, j'espère que ça sera évité, mais le jour où un météorite taperait la Terre, il ne faudra pas accuser l'ONU ou l'État. Voilà. Bien comme vous le savez, on envisage aujourd'hui des mesures pour détourner un éventuel météorite qui viendrait, comme dans Tintin, frapper la Terre. En tout cas, Alain de Chalvron, alors on le sait, 750 soldats ont été déployés pour venir en aide aux habitants. Dans les petits villages, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont en grande détresse. Oui, alors il y a la prévention, comme disait Renaud Girard. C'est vrai que c'est difficile à prévoir. Ce phénomène-là, qu'on appelle la goutte froide, je crois qu'on ne peut pas vraiment déceler quand elle arrive, où elle arrive et qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Mais il y a aussi donc les secours. Et là, c'est vrai que la responsabilité de l'État est plus engagée, parce que les secours, il doit les mener à bien et rapidement pour essayer de sauver des vies. Mais au-delà de tout ça, je voudrais, moi, élargir un peu le phénomène, parce que, bon, tu posais la question du climat, mais c'est quand même la question du climat, pas seulement en Espagne, mais partout. On voit ça en France, déjà, on l'a vu, aux États-Unis avec 3 cyclones ravageurs, et puis en Asie et partout. Or, on a un président potentiel aux États-Unis qui le nie. Qui nie complètement. Or, les problèmes climatiques, ce n'est pas des problèmes d'un pays par rapport à un autre. Le climat ne s'arrête pas aux frontières de la France comme le nuage de Tchernobyl. C'est mondial. Et si les États-Unis ne font rien, eh bien, ça nous impliquera à nous aussi. Voilà, danger. On en parlera justement dans un instant. Laure Simoes, le dessin de presse s'est emparé de la catastrophe. Ah oui, bien sûr. Évidemment, on va commencer par un premier dessin du dessinateur belge Kroll pour Le Soir, qui nous montre un petit peu l'effroi qui a été le nôtre devant ces images apocalyptiques qui nous proviennent là depuis quelques jours, augmentées sans doute aussi par le phénomène de proximité. L'Espagne, c'est le pays d'à côté où beaucoup de Français ont des habitudes de vacances, par exemple. Donc une région qu'on connaît d'une part et des gens qu'on aime, et puis on voit là, ce déferlement sortir de la télévision. Je crois que c'est assez représentatif de notre état quand on était devant ces images. Un autre dessin du grand dessinateur canadien Côté pour Le Soleil. Évidemment, quand on parle de l'Espagne, difficile de ne pas convoquer le célèbre Guernica de Picasso, tant la catastrophe a l'effet, pour le coup, d'une guerre. Et puis le bilan humain est quand même extrêmement lourd. Je pense que l'Espagne va mettre du temps à s'en remettre. Et puis, quand même, pour terminer, un dessin d'Aden, dessinatrice française. On est quand même à la veille de la COP29 à Bakou, là, dans quelques jours. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, le système a besoin de temps pour s'adapter, dit cet expert, mais combien de catastrophes naturelles, Alain vient de le dire, c'est quand même la répétition de ces phénomènes, puis certaines analyses quand même d'experts du réchauffement climatique qui nous montrent quand même que si, il est temps d'agir vite, de façon peut-être même radicale, parce que sinon c'est le système tout entier qui va basculer. Juste dans le cas de l'Espagne, il y a vraiment une discussion duale. C'est-à-dire, il y a probablement l'effet du réchauffement climatique. On parle d'ailleurs de dérèglement climatique. Parce que c'est dans et il y a les sens, pratiques agricoles et urbaines sur des phénomènes qu'on connaît, les gouttes froides, ces tempêtes automnales. Et donc, il ne faut pas que l'un tue l'autre. Il ne faut pas que le débat sur le changement climatique empêche de réfléchir
à l'aménagement urbain de ces régions, aussi très agricole, tout ce coin. Et donc les deux vont ensemble. C'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir... Et justement, mais je suis d'accord avec vous, hein, on va frire, donc ça c'est clair. Mais l'avenir du climat qui va donc se décider aussi, vous le disiez, Alain de Chalvron, aux États-Unis, avec l'issue de la présidentielle. Dans 4 jours désormais, le pays sera suspendu aux résultats, une élection qui s'annonce plus serrée que jamais. Kamala Harris et Donald Trump sont à égalité dans les sondages et les passes d'armes en tout genre se multiplient entre les deux candidats. On va les écouter tour à tour sur le droit des femmes, notamment. Aujourd'hui, aux États-Unis, une femme sur 3 vit dans un État où Donald Trump a banni l'avortement. Il existe peu d'exceptions, même en cas de viol ou d'inceste, ce qui est immoral. Et Donald Trump n'est pas prêt de s'arrêter. Il souhaiterait interdire l'avortement au niveau national. Je veux protéger le peuple. Je veux protéger les femmes de notre pays. Je veux protéger les femmes. Je vais le faire, que cela plaise ou non aux femmes. Je vais les protéger. Je vais les protéger des migrants qui arrivent. Alain de Chalvron, l'issue du scrutin est plus incertaine que jamais. Quel regard vous portez sur cette fin de campagne, vous qui avez couvert des élections? Oui, j'en ai couvert 3, mais jamais comme ça, il faut dire. Dites-nous justement votre ressenti par rapport à cette campagne. Oui, écoutez, jusqu'à présent, moi j'en ai couvert donc 3. Le débat a toujours été vif aux États-Unis. Il ne faut pas croire que c'était quand même du lait et du miel, mais jamais à ce point-là. Enfin, jamais on aurait pu imaginer, par exemple, que Obama traite son adversaire, en plus qui était tout à fait correct, John McCain, de sénateur de merde, par exemple. C'était pas imaginable. Et là, il traite quand même la vice-présidente du pays, numéro 2, de merde. Qu'est-ce que vous voulez ça? C'était inimaginable. C'est maintenant la règle. Alors cette fin de campagne, je la vois comme... alors du côté Trump, bon, il est dans la... C'est toléré. Il continue, il est sur sa ligne, insultes, mensonges et compagnie. Et elle a un mal fou à trouver sa place. Et je la comprends, et je la plains d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'entre les insultes de l'un et la nécessité d'être quand même vice-présidente, de ne pas pouvoir rentrer dans un cycle comparable, c'est terrible pour elle. Elle est obligée de rester polie. Parfois, elle est d'ailleurs à la limite quand même. Mais c'est terrible aussi d'être comptable d'un bilan, mais de ne pas pouvoir le revendiquer parce qu'il est mal considéré, à tort, par la population. En réalité, le bilan de Biden n'est pas mauvais du tout. J'ai vu les derniers chiffres de son croissance, c'est 2,8, plus 2,8. En Allemagne, c'est moins 0,5. Enfin voilà, le chômage, il n'y en a presque plus, on est près du plein emploi, l'inflation, etc. Mais elle ne peut pas revendiquer ce bilan parce que ce bilan est contesté. Et ça, c'est un des génies de la campagne républicaine, d'ailleurs, d'avoir contesté ce bilan. Elle a comme ça des difficultés à trouver sa place. Et le dernier point que je voudrais soulever, parce que je pense que ça va se jouer beaucoup là-dessus, c'est entre pro-israéliens et pro-palestiniens. À l'heure actuelle, elle est donnée perdante dans l'État le plus arabo-américain du pays, le Michigan, où, d'après les sondages au sein de cette communauté arabo-musulmane, c'est la candidate écologiste. Indépendante, oui. En numéro 2, c'est Trump. Et elle a 12% de cette communauté qui représente à peu près 250 000 personnes. Si c'est ça le résultat, si elle a 12% au Michigan, elle perd, c'est sûr. Alors, elle doit trouver une position entre pro-israéliens, qui sont quand même très nombreux aussi au Parti démocrate, en particulier les juifs américains sont largement démocrates, et une position pro-palestinienne qui est celle des jeunes, de la gauche du parti, etc. Pour elle, c'est un casse-tête et il lui reste quoi ? 4 jours. On est justement, il y a beaucoup d'états clés qui se situent dans la marge d'erreur, justement, dans les sondages. Les deux candidats continuent à sillonner les États-Unis, et notamment donc ces swing states. Ils ont chacun donné rendez-vous à leurs partisans à Milwaukee aujourd'hui, la plus grande ville du Wisconsin. Alain de Chalvron, cet État, c'est un symbole de l'imprédictibilité, du fait qu'on ne peut pas prévoir l'issue de ce scrutin. Oui, alors le Wisconsin, je dirais, c'est pas le pire. Là, elle a une avance de quelques 0, quelque chose
chose, mais au moins une petite avance. Mais c'est vrai que c'est un État aussi qu'elle doit gagner. Elle doit gagner les 3 États des Grands Lacs, en fait. Elle doit gagner la Pennsylvanie, ça c'est absolument obligatoire. Et en plus, le Michigan et le Wisconsin. Si elle a ça, ça va. Elle peut se permettre de perdre les autres, qui sont de toute façon à peu près acquis à Trump, en tout cas la Géorgie et la Corée du... la Corée du Nord. La Corée On en parlera un peu plus tard. Mais c'est son grand ami, la Corée du Nord, la Caroline du Nord. Bon, voilà... En tout cas, la campagne aujourd'hui, elle se joue dans le Wisconsin. Le Wisconsin, c'est quand même un gros enjeu aussi. Il a basculé pour Donald Trump en 2016, puis pour Joe Biden en 2020, avec moins d'1 point de pourcentage à chaque fois. Renaud Girard, encore 4 ans plus tard, l'issue de la bataille va se jouer dans un mouchoir de poche. Oui, parce que c'est un système différent du nôtre. S'il fallait parier, moi je pense que Kamala Harris sera en avance sur le plan de ce qu'on appelle le vote populaire. Ce qui ferait d'elle un président en France. Mais je pense qu'elle va perdre les États clés et donc elle peut perdre l'élection, bien qu'ayant gagné le vote populaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, je crois que sa stratégie d'avoir convoqué d'autres gens, toutes ces stars des médias, parce qu'il faut voir que 95% des acteurs d'Hollywood est pour le Parti démocrate, que toute la presse, si vous voulez, est pour le Parti démocrate, toutes les chaînes de télévision à part Fox News, etc. Et donc, elle a convoqué Obama, Beyoncé, etc. Jennifer Lopez aujourd'hui. Jennifer Lopez, etc. Alors que Trump, c'est lui qui fait le show, si vous voulez. Et sur les insultes... J'aurais un petit désaccord avec Alain. Elles sont des deux côtés, les insultes, parce que quand Biden traite les électeurs républicains, ceux qui sont allés à Madison Square Garden, de garbage, qui peut se traduire par ordure ou par détritus, c'est un des rares dérapages. C'est pas un mot extrêmement plaisant, voilà. C'est sûr. Et ça fait d'ailleurs. Mais c'est Biden. Voilà, c'est pas des insultes, c'est pas des insultes complètement décomplexées, comme c'est le cas du côté Trump. Ah, c'est pas très gentil. Si vous traitez quelqu'un d'ordure, c'est pas très gentil. C'est quand même plus rare. Voilà. Mais ça peut jouer dans la campagne. Ça peut être utilisé et c'est utilisé par la machine républicaine. Et ça rappelle d'ailleurs un événement qui avait eu lieu lorsque Hillary Clinton avait été battue, ce qu'elle avait dit, les électeurs de Trump, c'est « deplorable people ». On pourrait traduire ça par des pauvres types, si vous voulez. Et ça avait joué contre Hillary Clinton. Il est plus présent, c'est-à-dire que c'est plus un show, je trouve, personnellement, à le voir. Alors là, on n'a pas les paroles, mais c'est davantage un showman. Il revient. Elle n'a pas réussi à imprimer, c'est-à-dire qu'elle a fait, après la convention de Chicago, elle était très haut. On pensait que c'était plié. On pensait qu'elle allait gagner parce qu'elle était plus jeune, plus dynamique que Trump, et que Trump, effectivement, restait dans l'insulte. Mais là, sur le show, je trouve qu'il imprime davantage, et je pense que plus elle convoque des acteurs de Hollywood ou Obama ou des gens qui ne sont pas elle, plus ça la dessert, en fait. Mais forcément, Donald Trump invoque des images fortes pour capter son électorat, mais ce sont des images qui sont basées sur des vérités alternatives. Il parle d'une armée de migrants illégaux, il utilise une rhétorique guerrière, il joue aussi sur la peur. Je crois que le chiffre, c'est 2/3 des Américains aujourd'hui qui redoutent des violences à l'approche de ce scrutin. Il joue là-dessus, Donald Trump, et ça marche. Donald Trump, il joue sur une base déjà qui est totalement acquise, quel que soit X. Qui pourrait dire ce qu'il avait dit un jour, je pourrais tuer quelqu'un au milieu de la 5e avenue, je crois, il avait dit quelque chose comme ça, et on ne me le reprocherait pas. Donc il s'appuie là-dessus, et cette base, elle est motivée pas par le discours, pas par les insultes, elle est motivée par
la défense d'une certaine Amérique religieuse contre l'État, pour la liberté, le Far West, les grands espaces, le peuple contre les élites. Alors c'est quand même lui qui est le descendant d'une famille de milliardaires, à qui on a filé la cuillère en argent, en or et en diamant dès le départ pour faire fortune. Il a réussi à s'installer comme le défenseur d'une Amérique populaire. Moi, je rajoute blanche, périurbaine, pas spécialement, qui n'a pas fait de grandes études comme souvent chez les démocrates. Et donc, on a ce petit peuple américain qui se sent bousculé dans sa religion, dans ses traditions, dans son économie. Tu disais que tu parlais d'un bilan économique très bon, mais l'inflation a ravagé ces petits Américains qui, effectivement, ont tous un emploi, mais qui ont vu leur niveau de vie baisser mécaniquement de 15 à 20% parce que l'inflation post-Covid a tout déglingué. Après, oui, mais elle est à 2,5% maintenant. Oui, mais ils prennent sur 4 ans. Quand on leur dit est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui, vous êtes moins bien. Et la deuxième chose, c'est que normalement, dans n'importe quelle démocratie, ce type ne pourrait pas être candidat. Il n'y a qu'aux États-Unis où il est inculpé 28 fois, il devrait peut-être déjà être en prison. Un juge a refusé, sous prétexte de démocratie, de donner sa sentence sur un procès à New York, etc. Donc, bon... Et juste sur Kamala, et après je m'arrête, Kamala, moi je pense qu'on lui demande beaucoup à cette dame. On lui demande d'assumer Biden, d'assumer le fait d'avoir été prise en cours de route. Je pense aussi qu'être femme aux États-Unis, c'est comme en Europe, c'est pas simple de s'imposer comme un personnage politique et que le machisme ambiant aux États-Unis, c'est le même qu'en Europe et que c'est pas facile. Et enfin, excusez-moi, elle n'est pas white. Et donc on accumule des obstacles, des procès en légitimité sur cette femme qui pourtant, aujourd'hui, à ce jour, elle est à 49 quelque chose, et l'autre, il est à 50 quelque chose, et donc c'est pas un désastre. Il y a une chance. Moi, j'attends mardi. Justement, très rapidement, quid de l'électorat féminin? On parle aussi d'un électorat féminin caché au sein des conservateurs. Or, c'est un enjeu clé de cette élection. Les femmes ont un taux de participation supérieur aux hommes. C'est une constante. Je pense que l'électorat féminin sera tout à fait déterminant. Et la question de l'avortement, en particulier, sur laquelle Kamala Harris insiste beaucoup. Alors, ce que vous dites, oui, c'est un argument, moi je crois qu'à moitié, on dit aux États-Unis, les sondeurs estiment que les femmes mentent quand on leur demande pour qui elles vont voter. Elles mentent parce que leur mari est à côté et qu'il faut qu'elles disent qu'elles vont voter comme leur mari. Il y a un taux de participation. Là, on parle vraiment de participation et de vote quand même. Et si leur mari est républicain, elles peuvent être pour l'avortement, mais elles ne vont pas le dire aux sondeurs. Mais elles vont le dire dans l'urne. Alors, moi, je suis assez sceptique là-dessus. En tout cas, les sondages disent aujourd'hui que quand même, les femmes vont en très grande majorité voter pour Kamala Harris. Oui. Il y a une... Pas en très grande majorité. Ah, si, presque 2/3. Là, je parle des derniers sondages. Il faudrait les avoir là, mais c'est incroyable. La différence entre le vote masculin et le vote féminin. Trump a un très net avantage dans le vote masculin et Kamala a un très net avantage dans le vote féminin. Ce qu'il peut y avoir aussi comme phénomène, c'est ce qu'on appelle les closet Republicans, c'est-à-dire les républicains de placard. Qui se cachent, parce qu'en fait, tous les démocrates sont fiers de dire qu'ils sont démocrates et ils votent démocrates, ils ne le cachent pas. Beaucoup d'Américains auraient honte de dire « je suis pour Trump ». Et donc, ils ne le disent pas aux sondeurs, mais ils peuvent, dans l'urne... mais les instituts de sondage corrigent ça. Alors, s'ils corrigent... Comme en France, on le fait aussi, on le faisait autrefois pour le Front National. Ce qui est sûr, c'est que si les démocrates mobilisent, ils ont une chance. Ça, c'est vraiment le taux de participation. Plus il est élevé, plus ça donne une chance aux démocrates, et en particulier dans les swing states. L'autre chose, c'est quand même la première élection où c'est presque femme contre homme, homme contre femme. On n'a jamais entendu parler d'une élection dans un pays démocratique où le clivage est aussi marqué. Et la troisième chose, c'est ce qu'a dit Alain, qui est un sujet qui ne monte pas beaucoup parce que c'est compliqué, c'est la question de ce qui se passe au Moyen-Orient. Moi, je pense que c'est en train de fracturer une partie du Parti démocrate, qu'ils sont en train de perdre leurs jeunes, qui ne sont pas du tout aussi alignés. J'ai encore entendu un discours de Clinton hier soir.
Enfin, je veux dire, il y a un monde entre ce que dit Clinton et ce que pensent les étudiants de New York, de Los Angeles, de San Francisco, qui sont naturellement des jeunes, enfin, j'allais dire démocrates au sens, c'est l'âge, hein, on n'est pas souvent républicain à 20 ans, enfin, je ne sais pas, et ces gens sont perdus. L'aile gauche du parti est perdue. Et le problème des démocrates, c'est que Trump, il peut dire émigration, ok, c'est clair, frontières, ok, c'est clair, je vais casser l'État pour aller sur Mars avec Elon Musk, c'est clair. Les démocrates, il y a une espèce de faiblesse dans le discours. C'est quoi votre modèle? Qu'est-ce que vous nous vendez? C'est comme les sociodémocrates en France, c'est comme le Parti socialiste en France, c'est comme... Qu'est-ce que vous vendez aux gens aujourd'hui pour leur dire il y a un autre modèle que la réaction, le conservatisme, l'anti-émigration, etc. C'est vrai que le discours de Kamala Harris, il est un peu... Il y a un adjectif en anglais, c'est blend. B-L-A-N-D. C'est un peu fade, insipide, quoi. Et donc, ça n'accroche pas. Alors justement, on va voir ce que dit la presse à ce sujet. Ce que disent les dessinateurs de presse. Les dessinateurs parce que la presse... C'est exprimé. Eh bien, on a un premier dessin du dessinateur singapourien Heng pour le Lian Zaobao, qui montre à quel point ces fameux États pivots vont être faiseurs de rois et que c'est là que les candidats concentrent leurs efforts de campagne pour faire la cour à ces grands électeurs qui vont décider du futur de l'Amérique. Cet autre dessin incroyable aussi du grand dessinateur américain Cal pour The Economist, où on voit un Trump en Easy Rider. Je traduis le dessin. La campagne a été dure, mais si l'Amérique choisit de rouler avec moi, it's all downhill from here. Si. Mais il faut comprendre que l'expression a un double sens en anglais. Elle peut vouloir dire le plus dur est fait, d'une part, mais elle peut aussi vouloir dire ça va commencer à se gâter. Donc les Américains décideront, mais enfin, on a quand même une caricature assez audacieuse du candidat Trump. Et puis pour terminer, ce dessin de la dessinatrice tunisienne Willis from Tunis. Dans tous les cas, évidemment, le chaos est à redouter. Et puis Willis from Tunis, évidemment, avec sa verve et son légendaire humour noir et décalé, elle prend le parti d'en rire. USA élection, Trump contestera les résultats s'il perd, il l'a dit. Et puis, on a cet électeur, toujours en forme de chat, parce que les personnages de Willis from Tunis sont tous des chats. J'ai du rap de PQ en cas de guerre civile, parce que c'est peut-être le spectacle qu'on va retrouver la semaine prochaine, la guerre civile aux États-Unis. En tout cas, ce sera un nouveau chapitre qui s'annonce dans tous les cas aux États-Unis la semaine prochaine. Nouveau chapitre également dans les relations entre la France et le Maroc, inauguré par le discours d'Emmanuel Macron. C'était mardi dernier face à la Chambre des représentants à Rabat à propos du Sahara occidental convoité de longue date par l'Algérie. Je cite, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui ont fait se lever l'ensemble de l'assistance. On écoute Emmanuel Macron. Jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Renaud Girard, vous signez une chronique dans le Figaro autour de cette visite. Vous écrivez, je cite, « Cette décision française de reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental conforme à l'histoire et à l'équité est le choix de la raison. » Oui, c'est le choix de la raison parce que vous savez... Lorsque le général de Gaulle, en 1961, avait pris cette décision définitive de donner leur indépendance au département français d'Algérie, il y avait cet immense Sahara qui était exploité par les Français. Et donc, il s'est dit, mais comment je vais séparer tout ça, diviser tout ça. Et donc, il a... proposé à Mohamed V, au roi du Maroc, de venir le voir en disant voilà, qu'est-ce que vous voulez, quoi, on va avoir une discussion. Et là, Mohamed V a refusé la discussion. Il a dit
Non, j'en parlerai, je me mettrai d'accord avec mes frères algériens. Ces frères algériens ont été extrêmement ingrats, puisque la discussion s'est appelée la guerre des sables en 1963. Et si vous regardez une carte, ce qui a été donné à l'Algérie est immense. En plus, on lui a donné le pétrole, alors que le Sahara occidental, qui était espagnol, et en fait, en 1975, le roi Hassan II a lancé une marche verte pour récupérer le Sahara occidental dont étaient partis les Espagnols. Il est, me semble-t-il, tout à fait normal que ce territoire revienne au Maroc, dans la mesure où l'Algérie a eu plus que sa part. Alors l'Algérie ne l'a pas admis. Elle a suscité un mouvement des tribus Guibates, le mouvement Polisario, pour en fait faire la guerre au Maroc. C'est un conflit gelé aujourd'hui, un peu géré par l'ONU. Mais je crois que parfois en politique étrangère, il faut trancher. On reproche à Emmanuel Macron en politique de ne pas avoir tranché. Là, au moins, il a tranché. Et je pense qu'il a tranché effectivement en fonction de l'histoire et en fonction de l'équité. Ça a beaucoup déplu à l'Algérie, mais bon, beaucoup de choses déplaisent à l'Algérie. Emmanuel Macron qui a tranché, ce qui lui a ouvert les portes de Rabat, c'est donc la reconnaissance. C'était déjà en juillet dernier. Dans la lettre qu'il a adressée au roi Mohamed VI. Alain de Chalvran, c'est une nouvelle page qui s'ouvre entre Paris et Rabat. Après 3 années de relations glaciales, à quoi faut-il s'attendre pour l'avenir des relations entre les deux pays ? Écoutez, si l'on en croit ce qui s'est dit lors de cette visite, on peut avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de contrats économiques. C'est vrai que le Maroc a une politique économique assez brillante et même assez forte dans toute l'Afrique. Donc c'est un acteur qui compte et c'est un gros concurrent de la France en réalité, dans toute l'Afrique francophone en particulier. Donc sur le plan économique, je pense que c'est très prometteur. Et puis il y a aussi cette promesse d'alliance stratégique que le président Macron et le roi voudraient nouer. Et ça, c'est encore dans les limbes. Il faudra voir un petit peu ce que ça peut donner, parce qu'on va se heurter aussi quand même à des contradictions. Là, il n'y a pas que l'Algérie, il y a d'autres contradictions entre la politique, ce que souhaite le Maroc et ce que souhaite la France. Mais c'est prometteur. En tout cas, c'est bien mieux que de se faire la gueule pendant 3 ans, c'est sûr, si vous voulez. Voilà, je voudrais juste ajouter un mot, quitte à être un peu hors des sentiers battus, mais j'ai été très frappé aussi par le physique du roi du Maroc. J'ai trouvé qu'il était terriblement amaigri. Alors bon, il était un petit peu sans doute en surpoids avant, mais enfin, ça m'a impressionné. Voilà, il s'affiche très peu en public. Donc voilà. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu en public. Ziad l'imam, je voudrais vous citer peut-être une phrase que vous connaissez de Gérard Haraud, diplomate français. Tout mandat présidentiel français commence à Alger et finit à Rabat. Finalement, tout était déjà écrit. Oui, c'est un peu un raccourci parce que la relation bilatérale entre la France et le Maroc et la France et l'Algérie, c'est quand même fondamentalement très différent. La relation franco-marocaine, il y a eu un épisode colonial, mais qui n'a pas du tout la même ampleur que l'épisode colonial, pas l'épisode, le siècle colonial qu'il y a entre la France et l'Algérie. On parle souvent de la guerre d'Algérie. Il y a eu 2 guerres d'Algérie. Il y a un historien français qui a fait un livre, le nom vient de m'échapper, où il explique que la conquête de l'Algérie était déjà une guerre. Et donc, dans le psyché algérien, c'est pas réglé. Alors, on peut toujours dire que la rente mémorielle, tout ça, mais on n'évacue pas comme ça un conflit qui a tué plusieurs centaines de milliers d'Algériens, 1 million, peut-être plus, et des tas de soldats français, etc. Donc cette histoire-là n'a rien à voir avec la relation franco-marocaine. Il y a eu un épisode colonial qui n'a pas du tout... Comme tous les épisodes coloniaux, il a été douloureux pour les Marocains ou pour les Tunisiens, même si c'était le protectorat, mais c'était quand même des Blancs qui dirigeaient des indigènes, grosso modo. Mais ce n'était pas de la même ampleur.
Il y a eu tous les fantasmes autour du général Lyotet. Enfin, il y a toute une histoire qui est différente. C'était des Blancs qui remplaçaient les Turcs, en fait, parce qu'avant, c'était la Turquie. Alors, ils n'étaient jamais allés jusque... Les Turcs avant, étaient ça avait jamais... été colonisé par les Arabes, puisque, oui, mais en fait, par l'Arabie, c'est loin de l'Algérie. Mais les Marocains ont été ceux qui étaient le moins influencés. Oui, c'était un royaume indépendant. Et puis, les Français, sur l'histoire du Sahara... Les Français n'ont jamais été contre le Maroc. Les Français disaient, on est à peu près d'accord, mais suivons la voie onusienne, etc. Les Marocains ont dit à un moment, cette voie onusienne, c'est pour nous, c'est pas une fin de non-recevoir, mais ce n'est plus up-to-date, comme disent les Anglais. Et donc, on demande à la France de s'adapter sur le discours qu'on a tenu aux Espagnols et à d'autres. Et donc, pourquoi les Français ne l'acceptent pas? Et c'est là que ça a tangué. En particulier, en plus, on est tombé sur ces 3 ans, Pegasus, pas Pegasus, est-ce qu'on les a espionnés, est-ce qu'on les a pas espionnés, est-ce que ceci, est-ce que cela. Mais le fond, c'est que la France a arbitré, et ça je reviens un peu sur ce que vous avez dit tous les deux, c'est un arbitrage politique de fond de dire le Sahara, c'est souveraineté marocaine, quel que soit le prix que je vais payer avec l'Algérie, et pas que l'Algérie, parce qu'il y a un certain nombre de pays en Afrique pour qui l'Afrique, l'UA a reconnu, la République sahraoui, ça fait partie des assemblées de l'Union africaine. Donc ça ne va pas être simple, et ça va plus loin que ça. Mais depuis, le Maroc a beaucoup progressé. Oui. En Afrique, et l'Algérie a beaucoup régressé en Afrique. Et puis l'Algérie a des problèmes dans le Sahel, ce qui n'aide pas. Et puis les Français ont dit, on va vous aider maintenant sur l'Union européenne, peut-être aux Nations Unies, pour avancer plus vite. Donc on sent que c'est quand même une vraie décision. Une vraie décision, très rapidement, parce qu'on manque de temps. Juste dans l'actualité du jour, c'est donc ce rapprochement avec le Maroc. Et 3 jours après, un pas vers l'Algérie, puisque le président Macron a reconnu aujourd'hui l'assassinat du dirigeant du Front de Libération Nationale, Larbi Ben Midi, par des militaires français. Donc il a choisi ce moment très précis, 3 jours après cette prise de parole à Rabat. Et puis aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de l'insurrection du 1er novembre. Alors, il s'est peut-être précipité, parce qu'il aurait peut-être pu attendre l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, justement, pour reconnaître... C'est pour ça, il a choisi ce moment-là, c'est pas... Non, mais le 1er novembre, c'est pas l'indépendance de l'Algérie. L'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, c'est l'anniversaire de l'insurrection. C'est l'anniversaire de l'insurrection. Et en l'occurrence, un vrai assassinat, c'était l'assassinat qu'a commis le FLN d'un jeune couple d'instituteurs qui était là pour faire les cours. Et donc, le FLN, qui était quand même, il faut le dire, un grand mouvement, avant d'être un mouvement de voleurs, parce qu'ils ont volé à partir de 69 d'assassins, le 1er novembre, c'est quand même des assassinats, 17 assassinats. Ils finissent d'ailleurs par violer les accords d'Évian avant l'indépendance, que De Gaulle leur donne l'indépendance, et ils vont, ce FLN, massacrer des harkis par dizaines de milliers, alors qu'ils avaient promis, sur le papier, enfin, dans les accords d'Évian, de ne pas le faire. Et ensuite, c'est une dictature. L'Algérie, c'était une dictature. Le président Tebboune vient d'être élu avec 97% des voix, je crois, une dictature militaire qui n'a jamais donné la parole à son peuple. Le FLN est un parti de prédateurs et un parti qui a confisqué, en fait, le pouvoir, sans jamais donner la parole, en fait, aux Algériens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ce pays qui devrait être riche comme les Émirats arabes unis, parce qu'il a le pétrole que les ingénieurs français ont trouvé, eh bien, aujourd'hui, c'est un pays qui est beaucoup moins dynamique, parce qu'il travaille beaucoup moins que le Maroc, qui, lui, n'a pas de pétrole et qui a une économie. Il suffit d'aller voir des infrastructures qui se développent à une vitesse absolument éblouissante depuis les 20 dernières années. C'est votre analyse, merci. Pour revenir sur les rapports entre la France et le Maroc, les dessins de presse. Oui, je vais vous montrer un premier dessin du dessinateur français Hector, qui est assez cocasse sur cette réconciliation après 3 ans de brouille, on vient de le dire, entre les deux pays. Comme on dit au Maroc, tout ce qui est arrivé passera, dit Macron. Et puis le roi qui répond, et en France, qui vivra verra. Donc
ça laisse un peu tout ouvert. Cet autre dessin du dessinateur tanzanien, c'est intéressant, Mehdi, c'est intéressant de voir ce que ça donne vu de Tanzanie, donc sur cette fameuse reconnaissance française de la souveraineté marocaine, qui est quand même une question délicate, on vient de le rappeler, puisque Ziad l'a dit, hein, c'est quand même reconnu par l'Union africaine. Donc voilà, il y a quand même la présence du petit sac d'euros sur le sol, là, qui laisse entrevoir quand même aussi tout un pan des enjeux de cette réconciliation. Et puis alors là, pour terminer, on a ce dessin de Soul Sié, dessinateur français, pour Alter Echo, qui n'y va pas avec le dos de la main morte, comme dirait l'autre. En jeu, c'est quand même aussi 10 milliards d'euros de contrats signés, hein, mais pas que, comme nous le montre le dessin. Un voyage business au Maroc pour se réconcilier. Et puis là, on a Macron qui dit « Mohamed, vous nous donnez les euros ». Et puis on a le ministre de l'Intérieur derrière, Bruno Retailleau, qui dit « Et vous gardez les Arabes ». C'est évidemment toute la question des visas qui est en arrière-plan. Du calme, Bruno, c'est pas facile de maîtriser son ministre de l'Intérieur. Alors après la France et le Maroc, autre puissance qui affiche leur unité, la Corée du Nord et la Russie. Pyongyang restera aux côtés de Moscou jusqu'à sa victoire en Ukraine. Ce sont les mots aujourd'hui depuis la capitale russe de la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères. Message de fermeté face à leur ennemi commun, les États-Unis. Au moment où l'Occident dénonce le déploiement de milliers de soldats nord-coréens près du front. C'est ce qu'affirme le chef de la diplomatie américaine. On va l'écouter avant d'entendre la ministre nord-coréenne. L'armée et le peuple russe remporteront certainement la victoire sous la direction avisée de l'éminent président Poutine. Nous affirmons que nous serons toujours aux côtés de nos camarades russes jusqu'au jour de la victoire. Nous estimons aujourd'hui qu'il y a au total quelques 10 000 soldats coréens en Russie et que 8 000 d'entre eux ont été déployés dans la région de Koursk. Nous n'avons pas encore vu ces troupes déployées au combat contre les forces ukrainiennes, mais nous nous attendons à ce que ce soit le cas dans les prochains jours. Alain de Chalvron, à quel point ce déploiement constitue une escalade ? Écoutez, j'ai été en Corée du Nord une fois et évidemment j'ai eu droit à un défilé militaire et je dois dire que ça a été très impressionnant. Hein. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette armée d'1 million de personnes, énorme, mais qui n'a jamais combattu, qui est bloquée par la Corée du Sud, etc. Et là, voilà, elle va servir, enfin, je dirais pour eux, elle va s'aguerrir, c'est ce qui lui manquait, et je trouve ça très inquiétant. C'est très inquiétant, effectivement. Que disent les dessins de presse à ce sujet ? Oui, on a un dessin de Stelina, jeune dessinatrice taïwanaise, qui nous montre que l'Ukraine, si on le voit à l'écran, disparaît sous l'aspirateur russe qui entraîne dans son fil la guerre entre les deux Corées. Bref, tous les ingrédients sont là pour faire éventuellement basculer le conflit dans une guerre mondiale. Et puis pour terminer, un dessin de Tony, dessinateur suisse, parce qu'il a été difficile pour les dessinateurs de se retenir, de faire la blague. Des Nord-Coréens vont combattre pour la Russie. C'est le paradis ici, dit ce soldat nord-coréen. C'est vrai que ce serait presque une promenade de santé, la Russie, pour les soldats nord-coréens. Mais l'alliance des dictateurs, c'est jamais rassurant. Ça prouve qu'en fait, la jeunesse russe n'est pas très enthousiaste pour aller faire la guerre contre les Ukrainiens. Ça, c'est sûr que ça le prouve. Merci beaucoup à vous, Laure Simouès. Merci à vous, Renaud Girard, Alain de Chalvron, et à vous, Ziad Limam, pour vos décryptages et votre regard sur les grands dossiers qui agitent l'actualité mondiale. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans 5 minutes.